Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Le pantalon de Shakespeare. Copyright L'Harmattan 2009. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. Fabrication numérique, Socprest 2012. Ouvrage numérisé avec le soutien du Centre national du livre. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. Anne Dubouchet. Le pantalon de Shakespeare. Écriture. Collection dirigée par Daniel Cohen. L'Harmattan. Je suis une personne âgée. Pas une senior en survêtement pastel posant au bord d'une piscine, mais une vraie personne âgée, mal au dos, mal partout. Une octogénaire parmi celles dont la mémoire de plus en plus défaillante fait parfois craindre le pire. Mémoire défaillante mais fantasque, sélective. Intacte quand il s'agit de l'enfance. À moins d'être interrompu dans son cours, le temps finit par se refermer sur lui-même, la fin se met à reproduire le commencement. Boucle bouclée. L'ange et linceul issus de la même armoire. Par moments cette armoire m'obsède. J'ai besoin d'oublier que j'ai 82 ans. Que le monde est malade, le ciel de Paris bougon et mes vitres ternes. Je referme la fenêtre. Mes yeux fatigués se ferment. Le vacarme a cessé. Les sirènes s'enrouent. Le palais des congrès s'écroule doucement et doucement je retombe en enfance. Les hirondelles font les folles autour du clocher. 5 ou 6 galopins font les fous, éparpillés sur la grande route. Ils chantent, nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. Dans le dos de ma grand-mère, je leur fais signe de m'attendre. Je cours aussi vite que je peux pour me joindre à eux. Je veux savoir pourquoi ils n'iront plus au bois. Une qui sait tout hausse les épaules. Parce que les lauriers sont coupés pardi. Et la belle que voilà, où elle est? Mystère et boule de gomme, lance le plus grand qui a au moins 7 ans et se prend pour un homme. Une gamine en tablier noir lève le doigt comme à l'école. Elle sait où elle est passée la belle, elle est passée par ici, elle repassera par là. Tu confonds nous n'irons plus au bois, et le furet des bois mesdames idiotes. Malpoli. Ces invectives ont attiré l'attention de ma grand-mère. À regret, je quitte les malpolis dont le soleil couchant allonge les silhouettes. Je suis plus petite qu'eux, moi je n'ai pas 5 ans. Je ne me souviens pas d'avoir pris le train, quand ma grand-mère m'a emmenée à Péluzin. Je ne me souviens pas de Péluzin. C'est un endroit où il n'y a pas de maman. Ma maman ne pouvait pas prendre le train. Elle était toujours dans son lit. Elle fermait les yeux. À la maison tout le monde parlait à voix basse. J'ai entendu dire elle est mourante, j'ai demandé à mon papa c'est quoi mourante. Il a répondu chut. Depuis 2 jours tout le monde dit chut. Quelque chose se passe que je ne comprends pas et qui me fait mal au ventre. Je ne veux pas m'en aller. Je veux rester avec toi s'il te plaît papa. Mon père répète qu'avec le nouveau bébé, 4 enfants c'est impossible ici en ce moment. Alors Claude ou Céline, mais pas moi. Ils sont trop petits. Céline n'a que 2 ans, Claude en a 3. Quand la maman est mourante, c'est l'aîné qui emmène mon petit chat. Avec tendresse, ma grand-mère qui a des yeux gentils mais un peu fanés, m'explique que ma maman est très malade. Elle me caresse les cheveux, elle m'embrasse et plus elle m'embrasse, plus j'ai mal au ventre. De Péluzin je n'ai aucun souvenir, à part l'église et la chanson des Malpolis. J'ai peur de cette belle qu'on ne voit pas. Personne ne sait où elle est. Elle se cache, pourquoi? Elle me fait penser aux chutes de mon papa. L'église est sur la place aux hirondelles. Elle a un clocher pour que les oiseaux tournent autour, et des vitraux jaunes et rouges comme dans les escaliers chez moi. Mais dans cette église il y a un plafond, bleu avec des étoiles. Moins d'étoiles que dans le ciel mais plus grosses et dorées. Sous les étoiles, je suis à l'abri. Elles ne sont pas vraies mais elles sont là dans la journée, et si belles qu'elles me rendent ma maman, je ne sais pas comment. Je les regarde, elles me sourient et j'oublie que j'ai peur. Chaque jour ma grand-mère m'emmène à l'église. Le reste du temps, il n'y a pas de temps. Je suis dans le noir. Je tombe dans un trou. Mais quand j'arrive au fond du trou, inexplicablement, les étoiles se penchent vers moi et je m'endors dans leur grand lit. Ma mère n'est pas morte.
Elle a surpris tout le monde, surtout les médecins. Un jour, elle a rouvert les yeux. Le lendemain, elle m'a réclamé. Nous avons refait le voyage en sens inverse. C'était beaucoup de chemin pour un petit enfant. Le temps des cerises. Mes parents n'ont pas toujours eu 4 enfants. Ils n'ont pas cherché une maison, accroché les rideaux et préparé un berceau. Il leur a fallu attendre 7 années, avant qu'il leur soit donné de devenir parents. 7 ans sans ces enfants déraisonnablement désirés. À la naissance du 4e, ma mère qui portait la vie pour faire échec à la mort, a été rattrapée par la mort. Je ne saurais faire l'économie des 7 années qui ont précédé ma naissance sans tronquer leur histoire. En ce temps-là déjà la vie et la mort, rivales enragés, se disputaient leur territoire. La mort ne cédait pas, la vie encore moins. Ma mère avait alors 2 gardes du corps de nature à désarmer l'adversaire, 2 natures aussi fortes qu'elle-même était fragile. Fragile mais fantaisiste, rieuse, ensoleillée. Exposée plein sud. Évidemment mon père était fou d'elle. Quant à Aurélie, plus âgée que ses maîtres, elle datait du temps des cerises, en légèrement griotte. Elle était entrée à leur service par la grande porte, déterminée à pousser la tuberculose vers la porte de sortie. Car Aurélie, sensible et gaie, s'était prise de passion pour sa jeune maîtresse, condamnée à passer sur une chaise longue le plus clair de ses 20 ans. Une jolie fille à fossettes, faite pour rire, pas pour tousser. Faite pour courir, pour chanter. Pour secouer les confettis tombés dans ses cheveux. Faite pour vivre, pas pour mourir. En 1920, la tuberculose était un fléau. Mais mon père et Aurélie se sentaient de taille à affronter Attila. De par son anticonformisme, Aurélie bousculait le conformisme des notables un peu guindés que mes parents fréquentaient moins par affinité que par convention sociale, à l'exception d'un avoué entiché de Montaigne et d'un notaire violoncelliste. C'est dire qu'ils appréciaient moins les bavardages que la littérature et la musique de chambre. Ils appréciaient aussi le rire et l'humour, mais l'humour et le rire se portaient mal dans la bourgeoisie provinciale et bien pensante des années 20, ce qui n'a guère changé depuis qu'elle ne pense ni bien ni mal puisqu'elle ne sait plus quoi penser. Ils avaient des amis parisiens qui aimaient la campagne, et se prétendaient écrivains par temps d'orage et de pleine lune. Martial Guibert, qui avait coutume d'arborer un œillet d'humour à la boutonnière, dit un jour à mes parents. Nos amis Leroux qui ne sont pas des maniaques de la balayette, vous ont trouvé un surnom épatant. Lequel ? Demande mon père. Ici, le petit ménage de Fontencomble. Les Fontencomble, séduits par l'à-propos des Leroux, décidèrent de les inviter avec leurs voisins, Yvonne-Marie et Charles-Édouard de L, rebaptisés de l'autre côté, un couple de jeunes émigrés bretons et mélancoliques. Ils convieraient aussi le notaire violoncelliste, dont l'épouse était en pèlerinage à Notre-Dame de Pontmain. C'est sur ces entrefaites que le scandale Aurélie a éclaté. Ma mère m'a souvent dit que la créativité d'Aurélie avait commencé à s'exercer aux dépens de la statuaire. Elle époussetait chaque matin le Clodion et la Marguerite de Faust, ainsi baptisée par ma mère, et s'efforçait de rafraîchir le teint des 2 statues trop grises à son gré dans un jardin pimpant. Un beau jour, sans en aviser quiconque, elle décida d'apporter sa contribution personnelle à l'harmonie due au sens esthétique de ses maîtres. Elle se mit au travail clandestinement, tant et si bien qu'ils ne s'aperçurent de rien. Elle continuait de vaquer aux tâches ménagères avec un professionnalisme exemplaire. Il lui arrivait toutefois de s'enfermer dans sa cuisine, ou de s'affairer dans l'office avec des airs équivoques. La surprise fut fin prête le soir du dîner Leroux de l'autre côté, sans oublier le notaire, distrait au point de ne plus savoir où étaient passés sa femme et son violoncelle. Pour venir chez mes parents, les voisins de l'autre côté passaient par le jardin. Ils passaient également sur les vocalises, indulgents envers ma mère qui n'en avait sans doute plus pour longtemps à chanter. Ma mère souriait pourtant alors que Charles-Édouard était plus sérieux qu'un croque-mort, tandis que l'austérité crispait les traits d'Yvonne-Marie. Ils traversaient le jardin sans mot dire, marchant sous les ombrages, quand Yvonne-Marie s'arrêta net au détour d'un bosquet, frappée de stupeur à la vue des colliers de nouilles qui ornaient le cou de la statue. « Mon Dieu ! Vous avez vu Charles-Édouard ? Est-ce possible ? » C'était possible et assez gracieux tout compte fait. Car on pouvait compter 1, 2, 3 rangées de nouilles qu'Aurélie avait enfilées avec une minutie de dentelière. La statue paraissait moins choquée qu'Yvonne-Marie.
Son demi-sourire semblait dire « Il n'y a pas de quoi blêmir, un collier de nouilles ne ferait pas de mal à une mouche, à plus forte raison à une belle fille comme moi. » Elle aurait ri aux larmes, si les statues avaient de l'humour et des yeux pour rire. C'est égal, paix salmodier Charles-Édouard. Regardez Charlède, regardez. C'est trop fort. Charlède aurait bien été en peine d'articuler un mot. La seconde statue apparaissait au bout de l'allée, la gorge aux trois quarts couverte d'un somptueux sautoir de macaroni. C'est un scandale, murmurait Yvonne Marie. Je rêve. Songeait la seconde statue à qui l'on offrait des bijoux pour la première fois de sa vie. Les l'autre côté, déjà fort ébranlés, crurent défaillir en entrant au salon. La première chose qu'ils virent fut la Marguerite de Faust, des tagliatelles aux oreilles, arrondissant son bras blanc paré d'un charmant bracelet de coquillettes. Cette fantaisie n'était pas anodine, elle combattait aux côtés de mes parents. Habitués à faire le bras de fer avec la mort, ils y voyaient le symbole d'un bras d'honneur, la mesure exacte de la dérision. Après une rechute qui l'avait contrainte à s'aliter plusieurs jours, ma mère, très amaigrie, avait eu l'occasion de s'en expliquer à Charles-Édouard venu prendre de ses nouvelles. La sachant condamnée, il la considérait comme une sorte de sainte exceptionnellement souriante, appartenant encore au monde des vivants et déjà en route vers l'autre. « J'admire votre courage, ma chère amie. » Ma mère avait sorti son sourire à faussettes. « Vous vous souvenez des colliers de nouilles ? Je vais vous faire une confidence, Charles-Édouard, ma vie c'est du Shakespeare en pantalon de golf. Supprimez le pantalon et j'en ai pour un mois. » Dans une ambiance compassée, il est évident que ma mère aurait trépassé depuis longtemps. Le pantalon à la Tintin, bouffant d'humour et portant à rire, avait les vertus d'un gilet pare-balles. En guise de bretelles, on ne pouvait trouver plus adapté que mon père et Aurélie. Pour égayer ma mère qui se réveillait chaque matin avec des angoisses de sidéen, Aurélie s'était détournée des pâtes au profit de l'escargot. Son projet était d'autant plus audacieux que le champ de course devait être aménagé dans la cuisine du ménage de fond en comble, autrement dit la plus clean qui soit. Préparation de la plainte, protection de l'environnement, délimitation du territoire réservé aux participants, vient enfin le jour où Amélie se tient dans sa cuisine, jouant à Amstramgram avec ses escargots. Comme elle ne peut pas les aligner en même temps au ras de la plainte, elle tire au sort le premier puis le second et ainsi de suite jusqu'au 7e. Elle a pris soin de les numéroter pour repérer leur performance. Le numéro 4 est à 1,10 m de hauteur, le lundi de pique. Le jeudi de l'Ascension, le numéro 7 est à 1,65 m. La course se déroule dans des conditions d'hygiène et de rigueur exemplaires. La cuisine étincelle, comme à l'accoutumée. On mangerait des escargots par terre. À la Pentecôte. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.